Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la seconde partie de cette émission qui reçoit aujourd'hui le chef de file de l'opposition guinéenne, M. Cellou Dalein Diallo, est toujours notre invité. Merci d'être toujours dans notre compagnie. Merci. Un fait qui défraie la chronique, cette fois-ci, c'est les fonds qui vous sont récemment alloués en tant que chef de file de l'opposition pour la gouverne de nos téléspectateurs. C'est la somme de 1,250 milliard de francs guinéens au titre du deuxième trimestre de l'exercice 2017. Comment est-ce que vous vivez cette polémique? Écoutez, je ne sais pas. Je pense qu'elle est suscitée par une jalousie parce que c'est une loi de la République qui a institué le statut de chef de file de l'opposition et qui a prévu des avantages pour le chef de file de l'opposition. La Guinée n'est pas le premier pays à le faire, le Canada, le Burkina, le Mali. Bon, c'est une loi de la République. Vous comprenez quand même ce que disent ceux-là qui entretiennent cette polémique-là, vu les situations économiques difficiles que traverse le pays aujourd'hui. C'est vrai, je ne vous dis pas d'enfreindre aux règles de la République, mais vous pouvez donner quand même un signal, non? Je n'ai pas demandé ce montant. Je n'ai même pas demandé ce statut. Ce statut a été créé à l'initiative de M. Alpha Condé, qui a introduit un projet de loi et la totalité des députés ont voté pour. Bon, prévu ces avantages, je n'ai même pas participé à la fixation de montant. Mais je dois dire que mon collègue malien a beaucoup plus que moi au titre du budget du chef de file de l'opposition. Alors, je ne vois pas pourquoi on critique une loi. Il fallait que les députés, naturellement, comme certains de ceux qui critiquent cette loi aujourd'hui sont députés et ils n'auraient qu'à poser le problème, exprimer leurs réserves. Pour la gouverne de nos téléspectateurs, nous organisons cette émission ici à Paris. Mais depuis que ces fonds ont été alloués, vous n'êtes pas encore retourné dans votre pays en Guinée et apparemment vous êtes attendu de pied ferme là-bas. Non, ces fonds ont été alloués pendant la session budgétaire qui a lieu en 2016. Oui. Et il est prévu dans la loi des finances de 2017 ce montant de 5 milliards pour l'année. C'est bon que j'étais à Conakry. Oui, mais par rapport à la polémique peut-être a commencé récemment. J'étais en tournée en Haute-Guinée en forêt, mais moi je n'ai pas grand-chose à dire. Je dis c'est une loi de la République. Parlons un peu de votre parti, l'UFDG. Comment se porte-t-il aujourd'hui, l'UFDG? L'UFDG se porte très bien. Naturellement, l'UFDG profite des échecs, de l'incohérence et des maladresses de M. Alpha Condé, qui n'arrive pas à répondre aux attentes de la population. Et les gens cherchent une alternative. Et la meilleure en Guinée aujourd'hui, c'est l'UFDG. Je viens de la forêt de la Haute-Guinée où j'ai pu constater que beaucoup de gens qui étaient avant au sein du RPG ont quitté ce parti-là parce que le parti, une fois au pouvoir... Difficilement, les gens arrivent à quitter le parti au pouvoir. Non, il y en a beaucoup qui quittent à la base. C'est les hauts responsables. Mais pour quelle raison, justement? Et parce qu'ils ne sont pas satisfaits des politiques qui sont menées, des pratiques de ce gouvernement. Mais justement, pour revenir à ce parti, apparemment, votre parti connaît aussi les soubresauts habituels pour les partis d'opposition qui en ont marre de perdre des élections successivement. Le cas Bahouri, un des membres du parti, en est une illustration, non? Non, le cas dont vous parlez n'existe pas. On n'a pas arrêté de départ massif. Difficile de parler du parti aujourd'hui sans parler du cas Bahouri et il continue de faire des déclarations par rapport à vous. Surtout qu'il a été au sein du parti, il a été un de vos proches. On a oublié de prendre très au sérieux ce qu'il dit, non? Le parti, c'est un ensemble de règles. Celui qui est propriétaire du parti, c'est les instances de décision. Il y a des instances prévues dans le statut et dans le règlement intérieur. Vous avez le droit de vous exprimer dans ces instances-là. Dès qu'il a rencontré M. Alpha Condé ici, il a décidé de s'attaquer au parti et de dire que le parti est à lui et qu'il lui faut ça. Et depuis, bon, on ne s'est pas entendu. Il y a même une de ces phrases que j'ai gardées dans mes recherches. Il dit ceci, citation, « Cellou Dalein Diallo gère le patrimoine du parti comme c'est bien personnel. » Il n'y a pas de choses à partager. Il y a des activités à financer. Pour mobiliser les ressources pour un parti politique d'opposition, ce n'est pas facile. Il y a des arbitrages difficiles, les ressources sont faibles et les activités à financer, surtout pour un grand parti comme l'UFDG, sont nombreuses. Donc il n'y a pas quelque chose à partager. Il y a une activité, on l'associe à un budget et en fonction de nos moyens, on le fait. Une note d'économie et de bonne gouvernance dans cette émission. La Guinée possède le plus riche minerai de fer au monde, mais sa mise en exploitation est retardée par des questions de procédure judiciaire. Mais pour de nombreux observateurs, la corruption et les rétrocommissions en sont pour quelque chose. Comment appréciez-vous cette situation aujourd'hui? D'abord, il faut dire que sous l'effet de la corruption, le gouvernement a perdu une opportunité exceptionnelle. Laquelle? Celle de transformer sa bauxite en alumine sur place. Aujourd'hui, le gouvernement de M. Alpha Condé vise une exportation de 70 millions de tonnes de bauxite. 70 millions de tonnes de bauxite, c'est 35 fois FRIA. FRIA transforme seulement 2 millions de tonnes de bauxite en 700 000 tonnes d'alumine. Toutes les compagnies minières intéressées par la filière bauxite-alumine avaient pris l'engagement au début des années 2000 de construire des usines d'alumine dans le pays. C'était un début d'industrialisation de notre pays. Et
l'Indonésie, qui a pris conscience de la nécessité de transformer sur place sa bauxite, a décidé d'interdire l'exportation de la bauxite brute, alors qu'elle exportait vers la Chine 50 millions de tonnes. La Guinée a renoncé, sous l'effet de la corruption, à cette industrialisation de son économie. Aujourd'hui, je ne vois pas le lien, quand vous dites sous l'effet de la corruption, parce qu'on aurait pu transformer sur place et pourtant, la corruption peut avoir toujours lieu, non? Oui, je n'ai pas dit que ça empêche, mais lorsque une société, une compagnie s'est engagée à construire une usine d'alumine et une usine d'aluminium, lorsqu'elle y renonce, c'est de l'économie financière qu'elle fait. Et ensuite, ça lui permet de créer des emplois pour sa propre économie. Alors qu'on aurait partagé, on aurait pu laisser les usines d'aluminium à l'extérieur, mais les usines d'alumine chez nous, puisque dans la filière, la règle, on construit l'usine d'alumine là où il y a la bauxite et l'usine d'aluminium là où il y a l'électricité. La Guinée n'a pas actuellement suffisamment d'électricité, mais elle a une expérience dans la transformation de la bauxite en alumine. Frigia est là, c'est la première usine d'alumine en Afrique. Rio Tinto est parti de la mine de Sinandou, et c'était une bonne nouvelle, ça? Ce n'était pas une bonne nouvelle pour nous, parce que Rio Tinto a tout fait pour exploiter ce minerai-là au profit, naturellement, de Rio Tinto lui-même, mais aussi de la Guinée. Si Rio Tinto, si le Simandou était exploité, c'était le PIB de la Guinée qui allait doubler. Mais M. Alpha Condé a tergiversé. Il a modifié les règles. Il a renégocié tout. Il a ses raisons. Non, mais attendez. Parce que quand on est peur aux affaires, on peut... Ouais, il a ses raisons, c'est son inexpérience. Parce que l'économie est un cycle. Lorsqu'il est arrivé au pouvoir, le minerai de fer était à $180 la tonne. Les compagnies étaient prêtes à vraiment mettre en valeur le Simandou. Tout le monde était, Rio Tinto était là, Vale était là, BHP Billiton était là, Belzone était là. Tout le monde avait les projets prêts. Il a dit non, que toutes les conventions antérieures sont nulles et non avenues. Il faut reprendre. Parce qu'il a repris le code minier, justement. Il a repris le code minier et les gens n'avaient pas de visibilité. Et au moment où il était en train de tergiverser, naturellement, il y a eu la crise et puis le cours du fer s'est effondré. Nous ne pouvons pas finir cette émission sans parler de 2020. Est-ce l'année de tous les espoirs? Moi, je suis sûr de pouvoir gagner une élection, l'élection de 2020. Comme vous avez été sûr en 2010, comme 2015 aussi. Non, mais comme j'ai gagné celle de 2010. 2015, il n'y a pas eu d'élection. Non, vous dites que vous avez gagné. J'ai gagné, mais on m'a spolié. Vous savez bien que c'est sans précédent. Mais ça, c'est une chanson à laquelle on est habitué. Oui, mais ce n'est pas une chanson, c'est la réalité. Heureusement, c'est qu'en plus, le score que j'ai réalisé au premier tour en 2010, 44% parmi 24 candidats, aujourd'hui, je peux réaliser plus si les élections sont transparentes. Et pourquoi? Parce qu'entre-temps, le parti s'est renforcé. Les gens ont eu le temps de connaître Alpha Condé, d'être dessus. Ce qui est sûr, en 2010, vous avez été candidat malheureux. En 2015 également. Et on se demande, qu'est-ce qui pouvait changer fondamentalement pour que 2020... Il faut que le processus électoral soit amélioré. Il est mauvais. Je vous ai dit qu'on n'a pas de fichier. Vous avez vu qu'un pays dans lequel, une circonscription, 90-95% de la population n'a pas encore amorcé le changement de la correction des fichiers aujourd'hui. Je vais vous répondre. C'est une question importante parce que même mes partisans attendent la réponse. Oui. Alors, je dis, il faudrait qu'on fasse les réformes nécessaires pour que le processus électoral soit plus neutre. Est-ce que vous avez l'espoir aujourd'hui que le fichier sera revu, sera corrigé? Oui, on a un accord politique dans lequel le gouvernement, et l'ensemble des institutions de la Guinée se sont engagés à recruter un cabinet pour auditer le fichier et procéder à son assainissement. Ça fait partie de l'accord du 12 octobre. Oui, mais vous dites que les accords ne sont souvent pas respectés. Et là, je mets des réserves. Attendez, cette fois-ci, je vous dis qu'on va sortir encore dans la rue. Il y aura encore des morts? Non, je ne souhaite pas. La dernière manifestation qui avait mobilisé 700 000 personnes de l'opposition guinéenne, eh bien, on n'avait pas eu de mort sauf à la fin, parce qu'on a négocié, discuté avec les forces de l'ordre sous les auspices du gouverneur de la région. On s'est organisé. Lorsqu'il y a la bonne volonté de leur part, il n'y a pas de violence. Cette fois-ci, on ne le laissera pas faire. S'ils ne respectent pas la parole, ce n'est pas seulement l'opposition qui sera dans la rue, parce que tout le monde est frustré. La prochaine manifestation sera celle de tous les Guinéens qui ont marre de cette dictature. L'année 2020, constitutionnellement, le président Alpha Condé ne devrait plus être candidat. Est-ce une bonne nouvelle pour vous? La Constitution dit qu'il n'y a que 2 mandats. Je sais que M. Alpha Condé entretient l'ambiguïté pour le moment. Ambiguïté. Quels sont les faits qui vous amènent à dire ça? Pour cette intention encore. Je peux vous donner quelques éléments. Oui, je vous en prie. Le premier élément, c'est qu'on lui a posé la question par un journaliste.
Il a dit que ce n'est pas lui qui sait, c'est au peuple de décider le moment venu. Ça, c'est une ambiguïté. La réponse la plus simple, je respecterai la Constitution. S'il entretient là cette ambiguïté, c'est qu'il a une idée derrière la tête. Deuxièmement, le directeur général de service politique, qui est tenu par des obligations de réserve et par le code de la police, a organisé un meeting pour demander à ce qu'Alpha soit un président à vie, que Sékou Touré a été un président à vie, que Lansana Conté a été un président à vie. Pourquoi pas Alpha Condé? L'opposition a fait une déclaration pour exiger son limogeage. Celle qui est aujourd'hui la première responsable du RPG, elle a dit que M. Alpha Condé mérite un 3e mandat. Tout ça, M. Alpha Condé ne dit rien. Alors, il prépare ça, il dit maintenant, il est président de l'Union africaine, que l'Afrique est adulte, l'Afrique est mûre. Pour réussir cela, il faut modifier la Constitution d'abord. Oui, c'est ça, je parle de modification. Vous auriez pu quand même aller bloquer là où il faut modifier la Constitution, par vos collègues députés, par exemple. Il ne va pas demander à l'Assemblée, puisqu'on a une minorité de blocage. Non, il lui reste quelle voix alors? Hein? Il vous reste quelle voix? Référendum. Donc, vous allez sensibiliser vos militants. Non, il n'y a pas d'élection transparente, vous l'avez dit, et c'est le problème. Mais vous y allez quand même, vous allez à cette élection. Non, j'ai dit que s'il engage une telle procédure, il faut que les Guinéens sortent dans la rue pour l'exiger. Merci beaucoup, M. Cellou Dalein Diallo. C'était un plaisir pour moi de vous avoir dans cette émission et d'éclairer l'antenne de nos téléspectateurs. Vous êtes chef de file de l'opposition, président de l'Union des forces démocratiques de Guinée, l'UFDG. À très bientôt pour une autre rencontre. Vice-président de l'Internationale libérale. Bien entendu, je vous souhaite du succès. Merci beaucoup. Merci. Chers téléspectateurs, ce sera tout pour cette émission. Merci beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.